Chez nous, une nouvelle explosion à Anvers à la Grenade. Direction Anvers. Demain, un conseil communal va aborder la question du trafic de drogue et la violence qui l'accompagne. Tout cela a un certain lien avec la mocromafia. Ce terme désigne les diverses organisations criminelles marocaines basées à l'étranger. Évidemment, comme dans toute organisation, les rivalités cohabitent tant bien que mal, mais les querelles restent nombreuses. L'une de ces querelles s'est transformée en guerre. On l'appelle Mokro-guerre. Et elle implique majoritairement des criminels d'origine marocaine qui sont aujourd'hui en partie responsables de toutes ces violences, sur le sol belge et hollandais. Tout commence en février 2012, lors d'un vol de cocaïne dans le port d'Anvers. Une livraison d'un cartel colombien comportant 200 kg de cocaïne avec une valeur estimée de 10 millions d'euros était destinée à un réseau de Colombiens aux Pays-Bas, avec la complicité d'une bande de Benaouf et Hussein. Mais c'est une autre bande anversoise qui va court-circuiter le coup. En effet, un ouvrier du port, supposé complice des Colombiens, devait réceptionner la marchandise avant que les douaniers ne la découvrent dissimulée dans un conteneur. Mais il décide de trahir son clan et refile l'information sur cette énorme importation à un clan marocain d'Anvers, surnommé les Tortues. Ces derniers volent alors la drogue à l'aide d'un autre groupe de Goenet Marta, basé à Amsterdam, et composé principalement de Marocains, d'Antillais et de Surinamais, qui auraient demandé un pourcentage sur cette cargaison. De l'autre côté, l'ouvrier du port fait croire à la bande colombienne que la drogue a été saisie par la douane et qu'il n'aurait rien pu faire. L'histoire passe. Le problème apparaît lorsque les Tortues ont commencé à revendre en gros la marchandise à Amsterdam. Les Colombiens cherchent des informations sur la saisie, qui normalement auraient dû être communiquées par les douanes belges à la presse. Mais là, ils ne trouvent rien. Finalement, un de leurs contacts leur communique qu'une bande de Marocains anversois commence à se balader dans des voitures de luxe, vendant une quantité astronomique de cocaïne avec le signe distinctif très subtil du cartel colombien marqué sur chaque paquet de cocaïne que vendent les Marocains. Ainsi, les Colombiens retrouvent les Tortues et décident de récupérer leurs biens. Rapidement, des hommes de main traquent les Tortues à Anvers. En avril 2012, 5 voitures de clans colombiens bloquent toutes les voies d'évacuation possibles dans un quartier de Borgerhout. Des hommes, en faux uniforme de police, blessent 2 jeunes par balle, tandis que 2 autres sont kidnappés. L'un d'entre eux est vite relâché, après qu'un homme nommé Benaouf, qui est en contact avec les Colombiens, dialogue avec l'organisation des Tortues et les persuade de payer une rançon spéculative de plusieurs millions d'euros. Les autres Tortues fuient à l'étranger, principalement au Maroc, où ils essayent de se mettre à l'abri en attendant que ça se calme. Mais cette affaire entraînera une guerre criminelle entre plusieurs organisations rivales. En effet, le groupe de Goenet Marta a trahi la bande de Benaouf en collaborant avec les Tortues. Ainsi, le complice de Marta est parti négocier une solution. Maar het signaal van de tegenpartij is duidelijk. Aan de ingang van het Antwerpse Crown Plaza wordt Boubou voor de ogen van andere hotelgasten doorzeefd met 14 kogels. Het begin van een reeks Nederlands-Marokkaanse bendeafrekeningen al snel omgedoopt tot Mokro-oorlog. Lorsque Marta, par ailleurs en prison, apprend cela, il riposte en envoyant ses propres hommes abattre Benaouf à Amsterdam. Une fusillade éclate en décembre, causant la mort de 2 personnes du camp de Benaouf. Mais lui-même échappe à la mort. Une guerre sans merci se livre entre les 2 organisations. Benaouf est arrêté par les forces spéciales hollandaises, donnant des commandes à Hus. Marta réplique fortement avec 2 assassins aux Pays-Bas. De son côté, le bras droit, Naufel Fassi, délaissait l'organisation de Marta pour se concentrer sur son propre réseau, souvent en alliance avec la mafia irlandaise. Et c'était Najib Imich qui reprend l'organisation de Marta lorsque ce dernier était emprisonné. Mais le trahit plus tard en intégrant les rangs du baron Samir Bouyakrishan, opérant en Espagne.
En 2014, Gwenet Marta est assassinée par plus de 80 balles de Kalachnikov aux Pays-Bas. C'est finalement Samir qui est soupçonné d'être derrière cet assassinat. En effet, il aurait voulu protéger son nouveau venu Najib d'une éventuelle vengeance de Marta. 2 mois plus tard, Omar échappe à la mort lorsqu'une mauvaise cible est assassinée à sa place par le camp de Marta. Les 2 hommes roulaient tous les 2 dans une voiture similaire. Enfin, Naufel, qui apprend la situation de l'organisation Marta, se rend en Espagne pour un rendez-vous avec Samir dans un bar, autour d'une table composée de 4 personnes. Soudain, des tueurs à gages pénètrent dans le bar et abattent Samir. L'assassinat serait orchestré par Naufel et Ridwan Taghi, un criminel encore peu connu dans le milieu. Najib est soupçonné d'avoir trahi Samir pour le pardon de son ancien clan. Ce qui n'a pas vraiment marché, car sa femme sera plus tard abattue devant les yeux de ses enfants, et Najib lui-même est porté disparu. Ensuite, c'est au tour d'Omar de venger son frère assassiné. Il orchestre alors plusieurs meurtres, dont une tentative sur les 2 frères Yaklaf, qui s'enfuient. L'un d'entre eux sera quand même abattu plus tard. Au final, Ous se fait arrêter par les forces spéciales en 2015. Mais cela ne va pas le stopper de donner des ordres à Omar. En effet, à Anvers, Abdelkader se fait attraper par la police avec plus de 300 kg de cocaïne dans sa voiture. Cette marchandise était apparemment importée pour le compte d'Ous. Après quelques semaines, Abdelkader est libéré, ce qui surprend tout le monde. Ous réclame son argent pour la perte, mais Abdelkader considère que ce n'était pas de sa faute, car la police était déjà sur la piste. En juillet 2016, il se fait kidnapper près de sa maison à Anvers, par des gangsters français de la bande d'Ous, qui le ramènent dans un appartement à Bruxelles. Le bras droit d'Abdelkader, Mohamed Elash, est contacté pour négocier. 1,6 million d'euros auraient été payés, mais malgré tout, Abdelkader n'est jamais retrouvé. Quelques mois plus tard, un membre de la famille d'un célèbre baron de la drogue anversoise se fait kidnapper près du Sport Palace. Ce serait Ous qui aurait donné une leçon à son rival Othman. Finalement, Younes sera libéré en France. La participation d'Adil El-Manti, un gardien de la paix corrompu de Bruxelles, a été mentionnée. Ce dernier sera emprisonné par la suite. Ces enlèvements marquent le point de départ d'une vague de violence extrême à Anvers. Antwerpen is afgelopen nacht nog eens opgeschrikt door 2 explosies. Afgelopen nacht opnieuw een granaat gevonden. Opnieuw opgeschrikt door een granaataanslag. Zijn afgelopen nacht schoten gelost. Le domicile parental de Mohamed a été visé à plusieurs reprises par des attaques. Il en va de même pour la famille d'Othman. Ce sont les tortues qui y jouent un rôle important. Le baron Nordin serait derrière ces nombreuses attaques. Il y aurait même eu un conflit avec Franck de Tank, un autre criminel, qui aurait été déclenché par un désaccord sur une charge de drogue perdue. Son ancien appartement a été fusillé. Mais des attaques visent aussi certains dockers. Il y a aussi d'autres clans impliqués dans les attaques à Anvers. À cause de l'omerta qui règne chez les criminels, In Antwerpen hebben 5 jonge mannen tot 6 jaar cel gekregen voor een reeks aanslagen in het drugsmilieu begin vorig jaar. il est difficile de connaître tous les détails, même après les arrestations. Cette concurrence entre les différentes bandes serait en partie responsable de la violence qui éclate à Anvers. Le compteur s'élève à plus de 60 cas d'incendie, attaques à la grenade et fusillades. Mais, revenons vers le conflit de Benaouf et Marta. Quelques exécutions ont encore eu lieu, comme la découverte de la tête de Nabil Hamzieb sur un trottoir. Le reste de son corps a été incendié dans une camionnette.
À partir de 2017, il semble que la situation se soit un peu calmée. Taghi is onderdeel van een groot internationaal De drugskartel. criminele organisatie van Ridouan Taghi. Nederlands grootste crimineel Ridouan Taghi. C'est ainsi que l'étoile montante du milieu criminel, Ridouan Taghi, en profite pour faire monter son propre réseau. Ce dernier sera surtout présenté au grand public par un ancien criminel, le journaliste Martin Koch, qui relaie régulièrement des informations sur les affaires criminelles. Il est l'un des premiers à être au courant de l'organisation de Taghi et n'hésite pas à en parler et à mettre ses photos sur son blog. C'est pourquoi plusieurs tentatives d'assassinat auront lieu à son égard. Le journaliste sera finalement abattu en 2017. Contrairement aux criminels de la Mokro Mafia précédente, Ridouan Taghi possède une organisation mieux structurée avec des alliés dans différents cartels. Il aurait aussi des possibles liens politiques avec l'Iran. En effet, Taghi aurait été impliqué avec Naufel dans l'assassinat d'Ali Mohamed aux Pays-Bas, dont la vraie identité s'avère être Mohamed Reza Kolahi, l'un des hommes derrière l'un des plus grands attentats sur une partie politique en Iran. C'étaient les services secrets iraniens qui étaient suspectés d'avoir commandité ce meurtre sur le sol hollandais. Aurait tué par accident une mauvaise cible, Hakim Shangashi. Nabil décide alors de se rendre à la police et de collaborer contre l'organisation de Taghi. Ainsi, en 2018, son frère Redouane Bakali est abattu. Ensuite, après que les médias aient relayé l'information sur Taghi, le siège social de Panorama est pris d'une attaque à la lance-roquette. Plus tard, c'est le siège social de Télégraphe qui subit une attaque. Enfin, l'avocat de Nabil Bakali est abattu devant son domicile à Amsterdam par Ridouan Taghi. Un homme armé a battu un avocat qui défendait un témoin clé dans un procès contre le criminel le plus recherché des Pays-Bas. Cet assassinat devient médiatisé à une échelle internationale. Taghi devient l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Il se fait finalement arrêter à Dubaï par les forces spéciales émiraties. Et en 2020, son bras droit Saïd Razouki se fait arrêter à Medellín. Cela donne lieu à un méga procès de plusieurs années aux Pays-Bas, avec 17 suspects et à la tête Ridouan Taghi, considéré comme une machine à tuer. Au final, c'est bien le port d'Anvers qui joue un rôle majeur dans tout ce trafic. Tout d'abord, c'est la voie maritime qui reste le moyen de transport le plus utilisé pour la contrebande de cocaïne, surtout en provenance d'Amérique du Sud. La Belgique, le Pays-Bas ou encore l'Espagne restent des points d'entrée majeurs pour cette deuxième drogue la plus consommée en Europe. En plus, la globalisation a permis l'interconnectivité entre différents réseaux. Ainsi, l'Afrique du Nord apparaît de plus en plus comme un point de transit. Comme l'ont montré des criminels marocains qui se sont vite enrichis à jouer les passeurs de hashish vers l'Espagne. Mais c'est bien à Anvers qu'en 2017, presque un tiers de toute la cocaïne destinée vers l'Europe a été interceptée. Les plus grandes quantités de cocaïne saisies à Anvers proviennent de Colombie, du Brésil et d'Équateur. De l'autre côté, la mafia semble infiltrer plus profondément que jamais le port d'Anvers. Je peux évidemment pas exclure qu'un ou l'autre douanier soit corrompu. D'ailleurs, il y a déjà eu un douanier et des douaniers qui ont été condamnés à cause du fait qu'ils travaillaient notamment pour la mafia. Les douaniers soudoyés ne datent pas d'hier. Comme le cas de Tim Dalen qui aidait à acheminer des cargaisons de cocaïne.
Il n'a pas hésité à louer des jets privés pour se rendre à des grands prix de Formule 1, ce qui a attiré très rapidement les yeux des autorités. Il sera plus tard emprisonné. Aujourd'hui, la cocaïne arrive en quantité de plus en plus importante. Les 8 dernières années, cette quantité a été multipliée par 14. Certains terminaux sont plus vulnérables que les autres. MPET, qui est le plus grand terminal, reste aussi le principal hotspot des trafiquants. BNFW est aussi une plaque tournante importante du trafic de drogue. En effet, Anvers est devenu un terminal fruitier idéal pour cacher de la cocaïne. C'est d'ailleurs une méthode fortement utilisée par la Colombie. De l'autre côté, le terminal d'Antwerp Gateway a déjà subi dans le passé un piratage par 3 informaticiens qui ont réussi à dupliquer des codes PIN de conteneurs où la drogue était cachée et à les sortir discrètement. Cette méthode très populaire, appelée rip-off, était majoritairement utilisée pour les drogues en provenance du Brésil en 2017. En effet, cette méthode de rip-off serait rendue plus compliquée par un nouveau système qui crypte les codes PIN en 2021. Pourtant, cette méthode est déjà en décroissance depuis un moment, pour faire place aux méthodes plus ingénieuses qui n'ont pas besoin d'intervention humaine sur le quai. Mais le vrai problème se trouve dans le fonctionnement des ports à Anvers. Here you can see that there is cocaine in the floor of the container. And then the rest of the container you see that it is banana. Seulement 1% de tous les conteneurs étaient scannés en 2017. Ceci présente déjà une faille dans le système qui reste facilement contournable. Le but est de renforcer les contrôles jusqu'à atteindre 100% d'importations scannées, ce qui au final nécessitera de la haute technologie. De l'autre côté, il faut trouver l'équilibre entre l'aspect économique des échanges commerciaux et les contrôles. Comme l'explique le patron de la Fédération des expéditeurs d'Anvers. Le processus doit rester efficace, ce qui pourrait être déstabilisé avec des scannages additionnels. Mais c'est la communication sophistiquée qui a permis aux criminels de passer sous le radar des autorités. These devices would look like an Android phone, but with us turning on the other system, the other operating system, you'd be able to, of course, tap into a network used by criminals around the world. Cet anonymat sera secoué par un démantèlement d'un réseau EncroChat en 2020, donnant accès aux messages des criminels aux enquêteurs. Ce qui a par exemple mené à la découverte d'une prison souterraine avec une salle de torture aux Pays-Bas. Ensuite, c'est le craquage d'un autre plus grand service de cryptophonie, Sky ECC, avec environ 170 000 utilisateurs, dont 25% d'utilisateurs actifs se trouvaient sur le sol belge et néerlandais, qui a donné lieu à la plus grande opération de police jamais organisée en Belgique. L'enquête, qui a mené à plus de 200 perquisitions en un jour et qui a déployé plus de 1500 policiers, principalement dans les zones d'Anvers, l'épicentre de l'utilisation de ces téléphones. Ceci n'est pas surprenant vu la violence à la drogue qui était encore démontrée récemment par la découverte de vêtements dans un entrepôt appartenant à Naïma Gilal, l'une des rares femmes de la mafia disparue depuis 2019 et probablement morte depuis. Mais, d'après le bourgmestre d'Anvers, il serait difficile de tirer pleinement parti des preuves de cette opération Sky. Car la pénurie de personnel au sein de la police est tellement importante que certains criminels pourraient s'en tirer à nouveau. Avec les ressources actuelles, la police nécessite d'environ 685 ans pour lire tous les messages interceptés.
Elle est donc contrainte de faire des choix. Au final, différentes initiatives étaient lancées à Anvers pour répondre à la criminalité liée à la drogue. Par exemple, presque 160 interpellations ont été effectuées dans le cadre du Stromplan en 2019 pour renforcer les contrôles dans le port. Parallèlement, une force d'intervention appelée Cali Team est concentrée sur le crime de la ville. Ils ont pu, par exemple, confisquer le contenu d'un restaurant. Ou encore, 23 voitures de luxe d'une entreprise soupçonnée de blanchiment d'argent. Le blanchiment n'est pas quelque chose d'étonnant, car les énormes bénéfices de la drogue doivent bien être investis quelque part. De cette manière, le commerce illégal est devenu plus important que le commerce légal dans le quartier Bogerhout à Anvers. Cela va de pair aux Pays-Bas avec, par exemple, le club de futsal qui s'était retiré des jeux après avoir été trop impliqué avec la Mokro-mafia dont Huss jouait un rôle important. Enfin, Anvers a lancé l'opération Nightwatch afin de sécuriser les quartiers à haut risque grâce à des patrouilles. Pourtant, la criminalité reste là, et la guerre des trafiquants de drogue à Anvers n'est toujours pas finie. Le bourgmestre d'Anvers est d'ailleurs mis sous protection 24 heures sur 24, à cause du milieu de la drogue, ce qui reflète l'ampleur du problème.